Les États-Unis lâchent une bombe. Ils accusent publiquement et nommément le Rwanda de déstabiliser la République démocratique du Congo. C'est un changement de ton absolument radical. Un de ces moments où on sent que les plaques tectoniques de la diplomatie sont vraiment en train de bouger. C'est un véritable coup de tonnerre, oui. Et pour essayer de comprendre ce qui se passe, on a une matière première assez exceptionnelle. D'un côté, la transcription brute d'un débat radio à Kinshasa sur Top Congo FM. C'est l'émission Le Débat, et c'est passionné, c'est à chaud, ça reflète vraiment le pouls de la société congolaise. Et de l'autre, pour garder un peu la tête froide, on a une note d'analyse, facto-décrypte, qui est tout l'inverse, chirurgicale, factuelle, et qui fait le tri entre ce qui est prouvé, ce qui est allégué, et ce qui est juste du commentaire. Exactement. L'idée, c'est de confronter un peu ces deux visions, comprendre ce que cette déclaration américaine change concrètement, comment elle est vécue à des milliers de kilomètres de New York, et surtout, quelles questions de fond ça pose pour l'avenir de toute la région des Grands Lacs. Alors plongeons directement dans le vif du sujet, cette fameuse déclaration américaine. Ce qui frappe d'abord, c'est la violence des mots choisis. Les sources rapportent que les USA se disent profondément préoccupés et, plus fort encore, extrêmement déçus par le Rwanda. En langage diplomatique, c'est déjà très très dur. Ah oui, c'est l'équivalent d'un carton jaune très très foncé. Mais ce qui change la donne, c'est que ça ne s'arrête pas là en fait. On n'est plus dans les généralités. L'accusation est frontale. Le Rwanda soutient le M23 et déstabilise l'est de la RDC. Point. Et ils sortent des détails qui, jusqu'ici, restaient plutôt dans des rapports d'experts confidentiels. L'implication serait personnelle de la part du président Paul Kagame. Ils avancent même des chiffres, entre 5 000 et 7 000 soldats rwandais qui seraient présents en RDC. C'est énorme. C'est colossal. Et il ne s'arrête pas aux hommes. Il parle du matériel, des missiles solaires, des drones kamikazes, des armes sophistiquées, qui changent complètement la nature du conflit. Ça dessine l'image non pas d'un soutien discret, mais d'une véritable intervention militaire à grande échelle. Il y a une phrase qui est citée dans l'émission de radio qui résume tout, et qui est d'une brutalité sans précédent de la part d'un allié historique. Les États-Unis disent « Au lieu d'avancer vers la paix, le Rwanda amène la région vers la guerre ». C'est sans appel. On sent l'exaspération. Complètement. Mais c'est précisément là qu'il faut faire attention et que notre note d'analyse devient essentielle. C'est facile de se laisser emporter par la force des mots, quoi. Il faut bien distinguer 3 niveaux de lecture. D'accord, décortiquons ça. Quel est le premier niveau? Le premier niveau, ce sont les faits, les certitudes. Le fait incontestable, c'est que les États-Unis ont prononcé ces mots dans ce cadre officiel du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un acte diplomatique majeur, documenté, public. Le ton a objectivement durci, et ça, personne ne peut le nier. Ok, ça c'est la base solide. Et le deuxième niveau? Le deuxième, ce sont les allégations. Les chiffres précis, 5 000 ou 7 000 soldats, l'implication personnelle de Kagame. Même si c'est affirmé par une puissance comme les États-Unis, ça reste, sur le plan du droit international, une allégation. Ce n'est pas une vérité judiciaire établie par un tribunal. C'est une nuance qui est fondamentale. Washington accuse, mais l'accusé n'a pas encore été jugé. Ce qui nous amène au troisième niveau, qui doit être celui qu'on entend le plus dans le débat à Kinshasa. Les opinions, les interprétations. Exactement. Quand les animateurs ou les auditeurs parlent de tournant historique ou affirment que des sanctions sont désormais inévitables, ça, c'est de l'analyse, de la projection. C'est crucial pour comprendre l'état d'esprit, l'espoir que ça suscite, mais ce n'est pas encore la réalité. La note d'analyse est très claire là-dessus. Le vrai test, le moment de vérité, pour voir si les paroles se transforment en actes, c'est la prochaine session du Conseil, le 20 décembre. Tout le reste, pour l'instant, c'est de la spéculation. C'est une distinction hyper importante. Et justement, cette onde de choc à Kinshasa, quand on lit la transcription du débat, c'est électrique. On a l'impression que les gens n'attendaient que ça. Il y a un sentiment de validation, presque de soulagement. Un commentaire d'internaute lu à l'antenne est assez parlant. Petit à petit, ce génocidaire du Rwanda, Paul Kagame, sera lâché par ses anciens amis. C'est très personnel, très chargé. Oui, il y a cette idée du « enfin ». Enfin, le monde, et surtout le parrain américain, ouvre les yeux sur une réalité que les Congolais dénoncent depuis des années. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette validation est immédiatement tempérée par une énorme dose de prudence, voire de cynisme. C'est ce que dit cette auditrice Maman Myriam. Précisément, son intervention est très touchante et très lucide. Elle dit en substance, c'est bien beau tout ça, mais on a déjà entendu des condamnations avant. L'Union européenne, la Belgique, tout le monde a condamné. Et sur le terrain, rien n'a changé.
Son espoir est conditionnel. Elle espère que cette fois, ça se traduira par des actes. On sent le poids des déceptions passées, c'est un espoir fragile. Et dans le studio, les animateurs eux-mêmes semblent chercher des signes que cette fois c'est différent. L'un d'eux fait une remarque très intéressante sur le silence du Rwanda. C'est un point clé. Il note que d'habitude, le ministre rwandais des Affaires étrangères est une mitraillette sur les réseaux sociaux. Chaque accusation est immédiatement contrée, démentie, retournée à l'envoyeur. Et là, après cette charge frontale des Américains, rien. Silence radio. Et à Kinshasa, ce silence est interprété comme un aveu de faiblesse. Comme si le coup avait été si fort qu'il n'avait pas de réponse préparée. Ce qui alimente la question de fond, celle qui ronge tout le monde là-bas et qui revient en boucle dans le débat. Et maintenant, on fait quoi? Depuis des années, la RDC demande au Conseil de sécurité de prendre des sanctions, d'imposer un embargo au Rwanda. Et jusqu'ici, c'est un mur. Maman Myriam prend tout son sens. La question que tout le monde se pose à Kinshasa, c'est pourquoi, alors que les preuves s'accumulent, y compris celles des propres experts de l'ONU, le Conseil de sécurité reste-t-il paralysé? Cette inaction a créé une méfiance structurelle envers la communauté internationale. Du coup, on entend la déclaration américaine, on se dit c'est bien, mais au fond la question reste, est-ce que ça va débloquer la machine? Ou est-ce que c'est juste un nouveau chapitre dans le grand théâtre diplomatique? On sent bien toute l'ambiguïté. Mais ce qui est peut-être le plus surprenant, c'est que cette crise externe, cette agression dénoncée, agit comme un révélateur des fractures internes en RDC. On pourrait s'attendre à un front uni, mais le débat radio montre que c'est loin d'être le cas. La discussion devient même explosive à un moment. Oui, quand il est question du rôle des élites congolaises elles-mêmes. Le point de friction, c'est une déclaration du cardinal Ambango, l'archevêque de Kinshasa, qui est une figure morale extrêmement importante. Il est très critique, n'est-ce pas? Il rappelle que des accords de paix ont été signés à Washington et que, sur le terrain, la guerre continue. Exactement. Il pose une question pleine d'ironie amère. Comment comprendre qu'à moins d'une semaine de la ratification des accords de Washington, la ville d'Uvira tombe sous occupation? Pour lui, c'est la preuve des limites même des accords. C'est une charge contre l'inefficacité de la diplomatie et du gouvernement. Sauf que sa déclaration, aussi juste soit-elle sur le fond, va provoquer une réaction très violente d'un des animateurs, Thierry Kambundi, et là, on touche à un nerf à vif. C'est un moment de radio incroyable. Kambundi explose et s'adresse directement au cardinal. Même s'il n'est pas là, il lui lance « Sous occupation de qui ? Pourquoi ne pas dire les choses telles qu'elles sont ?» Il l'accuse, en gros, d'hypocrisie. Il lui reproche de ne pas nommer l'agresseur, le Rwanda. Pour lui, ce flou est une forme de complicité ou au moins de lâcheté. Et derrière cette attaque contre le cardinal, on comprend qu'il y a un problème beaucoup plus large. C'est ça qui est fascinant. Cette passe d'armes révèle une fracture profonde dans la société congolaise. Certains acteurs, qu'ils soient politiques, religieux ou de la société civile, hésitent à condamner clairement et nommément le Rwanda. Et la raison est purement politicienne. C'est-à-dire? Ils ne veulent pas donner l'impression de soutenir le gouvernement en place. Précisément, l'animateur l'explique très bien. Pour une partie de l'opposition, condamner l'agression rwandaise, c'est perçu comme faire le jeu du président Tshisekedi et de son régime, qu'ils combattent par ailleurs. C'est un dilemme terrible. La source mentionne que certains, comme les opposants Martin Fayoulou ou le prix Nobel Denis Mukwege, arrivent à naviguer cette ligne de crête. Ils condamnent sans ambiguïté l'agression rwandaise tout en continuant de critiquer la gouvernance. Mais beaucoup d'autres restent dans un entre-deux, une ambiguïté qui affaiblit la position du pays tout entier. La situation sécuritaire devient donc un otage des querelles de politique intérieure. C'est la formule d'un des intervenants. La raison politique prime sur la véritable raison, c'est-à-dire la défense du territoire et de la nation. Au moment même où les États-Unis offrent à la RDC une victoire diplomatique sur un plateau, le pays se montre incapable de former un front commun. C'est tragique. Et alors que la discussion pourrait s'enliser dans ces accusations mutuelles, il y a un pivot, un moment vraiment fort dans l'émission. Après avoir parlé des Américains, du Rwanda, des élites, un des animateurs se tourne et pose la question la plus simple et la plus difficile. Notre responsabilité à nous, Congolais maintenant, dans ça. C'est un changement de perspective radical. On passe de l'accusation des autres, qui est légitime, à l'auto-examen. C'est rare et c'est courageux. Il développe son idée de manière très directe. Il dit en gros « Ok, on sait tous que le Congo est mal géré, corrompu, etc. Mais là, on a une opportunité en or. Les parrains du Rwanda sont en train de le lâcher. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On continue à se chamailler ?» Et pour illustrer son propos,
Il raconte cette anecdote historique qui est une parabole incroyable. Il explique qu'en 1960, juste après l'indépendance, les Congolais se sont retrouvés avec des mines de diamants sans savoir comment les exploiter et les commercialiser. Et ce sont des commerçants ouest-africains qui sont venus de loin pour organiser le business parce qu'ils savaient la valeur de ce que les Congolais eux-mêmes ignoraient posséder. C'est une métaphore terrible de la difficulté d'un peuple à s'approprier son propre destin, ses propres richesses. C'est exactement ça. Et ce moment d'introspection est directement déclenché par la déclaration américaine. C'est ça qui est paradoxal et intéressant. La validation externe de leur statut de victime les force à se regarder dans un miroir. D'un côté, la déclaration américaine est une victoire. Elle confirme la thèse de l'agression. Mais de l'autre, elle met en lumière, par contraste, toutes les faiblesses internes. La division, la corruption, la mauvaise gouvernance, tous ces maux qui font que, même quand le monde leur donne raison, ils peinent à en tirer profit. La question n'est donc plus seulement qui est l'agresseur, mais maintenant que tout le monde le sait, qu'est-ce qu'on fait de cette vérité? Voilà, la balle est renvoyée dans leur propre camp. Ok, si on essaye de rassembler un peu les pièces du puzzle, on a d'abord une rupture diplomatique spectaculaire, initiée par les États-Unis, qui met le Rwanda dans une position défensive inédite. Oui, une reconnaissance internationale qui arrive enfin, mais en RDC, elle est reçue avec un mélange très particulier d'espoir immense, l'espoir que ça change tout, et d'une lassitude profonde, nourrie par des décennies de déception. Et surtout, peut-être le point le plus important, cette crise agit comme un miroir impitoyable. Elle expose au grand jour les divisions profondes de la société congolaise qui l'empêchent de capitaliser sur ce moment diplomatique favorable. C'est le nœud du problème. Et ça amène à la pensée finale, celle qui reste en suspens à la fin de l'émission de radio. Un intervenant utilise une image très forte. Il dit que Paul Kagame a été pris la main dans le sac par ses propres parrains. La question n'est donc plus seulement de savoir si la communauté internationale va enfin bouger. Une nouvelle question, plus interne et plus cruciale, émerge. Exactement. Maintenant que l'agresseur a été pointé du doigt devant le monde entier, la classe politique et la société civile congolaise vont-elles réussir à mettre de côté leurs querelles pour transformer cet avantage diplomatique en une vraie victoire stratégique? Ou bien, comme le craignait un autre intervenant, vont-elles encore une fois prouver au monde que, tragiquement, les Congolais n'ont comme point d'accord que de n'être d'accord sur rien? Toute la question est là.